Le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique lors de la prochaine élection est effectué au siège de la CENI ce jour. À Madagascar, l'économie n'a toujours pas décollé. Dans ce domaine, de nombreuses conditions ne sont toujours pas respectées, d'après le Centre des réflexions des économistes de Madagascar. Le Pérou ferme ses frontières face à l'afflux de réfugiés vénézuéliens. L'obligation de passeport entre en vigueur au Pérou. Les Vénézuéliens fuient au Brésil. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique lors de la prochaine élection a été effectué au siège de la CENI ce jour. Un tirage assisté par les candidats, les membres de la CENI et des représentants de la communauté internationale. Les détails dans ce reportage de Yves Richard. Aujourd'hui, un tirage au sort pour déterminer le numéro qui sera attribué à chaque candidat sur le bulletin unique lors de la prochaine descente aux urnes a été effectué. Suite à ce tirage, numéro 1, Raslufunzo Aingu Andia Kazamalal du parti Avchawan Nifirenen. Numéro 2, Rakutfring Richard Razaf du parti Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar. Numéro 3, Randiamanansu Taber du parti Kitan. Numéro 4, Rasulufunjo Suluzaf Maleu Didam Maleu du parti Mananzar Vawok. Numéro 5, Jules-Étienne Roland du parti Malagasy Fivoaren. Numéro 6, Ratietson Jean-Jacques Djedidia du parti Faifam Vide Nuilen Malagas. Numéro 7, Indianseen Lalowarsu Marcelin du parti Tafa Diab. Numéro 8, Rabariandianiana Paul du parti Mias. Numéro 9, Rabearsu Sara du parti libéral démocrate. Numéro 10, Radavidsa Anjiamparan Benjamin du parti Frais-Saint-Pyrénées. Wanifa Fanasini Fanchsun. Numéro 11, Rafal Manana Nirad du parti Fumb. Numéro 12, Radonarman Piana Er du parti Ervovowan Madagascar. Numéro 13, Anjinirin Radzuel du parti Tanura Malagas Vun. Numéro 14, Bezaza Marie Eliana Pascaline Manas du parti social-démocrate de Madagascar. Numéro 15, Andrian Wilson José Michel du parti Ajurik. Numéro 16, Narsan Stéphane du parti Antuku Gassimiaramanjous. Numéro 17, Radonar Eric Francis du parti Mamimi. Numéro 18, Ramarsan Arlette, parrainage. Numéro 19, Berziki Jean-Omer du parti Antique à Madagascar. Numéro 20, Ranjiamampiun Joseph Martin du parti Refondation Totale de Madagascar. Numéro 21, Ratira Didier Ignace du parti Arema. Numéro 22, Mahafal Sulnanjasana Olivier, parrainage. Numéro 23, Radilfe Mami et Richard du parti Rousse Wamni Démocratie Sociale. Numéro 24, Ernev ou Fanirsu Zanaki Madagascar. Numéro 25, Ravalmanana Marc du parti Tiku et Madagascar. Numéro 26, Imbe Serge Jovial du parti Antukoni Fivoarana Malagas. Numéro 27, Ravel Nariv Jean du parti Antuk Mbawok. Numéro 28, Randiamurasata Soul Norbert de l'Union démocrate chrétienne de Madagascar. Numéro 29, Zafwau Jean-Louis du parti Gassimi Fankati. Numéro 30, Rasulnzatu Vofalmampiun du parti Fita Mboulaniel. Numéro 31, Rakutmamundi Jean-Max du parti Leader Fanil. Numéro 32, Rabaruela Bruno du parti Fazavan Madagascar. Numéro 33, Rati Rakaya Rouvana Roland
du parti Malagasy Tungasen, numéro 34, Mayol André Christian Dieudonné, du parti Gideona Fangese Nanfanchan de Madagascar, numéro 35, Robman Rivumanantsu Orlando, du parti Madagascar Avina Sifanantenan, et le numéro 36, Rasoul Voangi Roseline Emma, du parti Ezaka Mampanju Swantik. Le président de la CENI a tenu à souligner qu'il est prêt à garantir la totale transparence de cette élection. Il se peut qu'il y ait des imperfections dans la liste électorale. Quoi qu'il en soit, la CENI garantit totalement la transparence de la liste électorale. En ce qui concerne le résultat de cette élection, nous sommes actuellement en train de cogiter sur la procédure à suivre pour un suivi de ces résultats. Pour cela, nous allons collaborer de très près avec la société civile. Cette liste va de ce fait déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique qui sera utilisé au cours du premier tour mais également au cours du second tour du scrutin et qui permettra de les identifier au cours de la campagne électorale. Et l'actualité politique, ce régime s'est démarqué par des gabégies, des échecs, de nombreuses affaires douteuses, des violations de la loi, des corruptions de haut niveau, de cession des terres malgaches aux étrangers et de népotisme. Le parcours jusqu'à la mise en place de cette élection n'a donc pas été facile. Les détails dans cette éditoriale de Ange Rarsan. Une élection présidentielle avant l'heure a été organisée parce que le peuple est là du régime HVM. D'ailleurs, un parti politique a déjà demandé l'organisation d'une élection anticipée en 2015. Toutefois, la mise en place de cette élection n'a été décidée que depuis peu. Il est donc important de se rappeler que la mauvaise gérance du régime HVM est à l'origine de cette élection anticipée. Actuellement, où en est l'affaire Antsagabar, l'affaire Claudine Razay-Mamoundi, l'affaire Rina Djemandavi, qui était à l'origine de jets de pierre devant le siège du Bianco à Amboibou, des cessions des terres malgaches par le biais de la zone économique spéciale, de l'affaire Swamaman et des autres affaires de corruption, sans compter l'affaire de corruption au sein de l'Assemblée nationale, dénoncée par les 73 députés sur l'adoption forcée des lois organiques relatives aux élections. À la veille de l'élection, le chef d'État tente de se justifier, de blanchir son image en participant à des inaugurations, en faisant des visites de chantier, quand bien même les infrastructures concernées ne font pas partie des projets présidentiels. Il se vante également d'être celui qui a le plus fait pour Madagascar. Certes, cela pourrait s'avérer exact s'il s'agit de plonger le pays dans une crise sans précédent. Lors de ses discours, il n'a de cesse de réclamer le calme et pourtant ne limite pas les critiques et les provocations. Est-il possible de continuer à accorder sa confiance à une telle personne? Peu importe la teneur des discours, les actions et les faits prouvent ce qu'a accompli le régime HVM et ce qu'il n'a pas fait. Actualité économique à Madagascar, l'économie n'a toujours pas décollé. Dans ce domaine, de nombreuses conditions ne sont toujours pas respectées. D'après le Centre de réflexion des économistes de Madagascar, il s'agit là de l'un des points inclus dans le mémorandum publié hier lors du forum économique tenu il y a quelques mois. Reportage. Le taux de décollage économique à Madagascar est très bas. De nombreux éléments et conditions ne sont toujours pas respectés à Madagascar, ce qui ne permet pas de déterminer le décollage économique à Madagascar selon un économiste. Les conditions de décollage économique ne peuvent être complétées que grâce à certains préalables tels que la bonne gouvernance, la stabilité politique et l'application effective de l'état de droit. Ces 3 points sont les garanties du décollage économique. Pour rappel, la concertation qui a permis d'aboutir à une multitude de solutions et de recommandations apportées sur 5 secteurs, notamment celui de l'agribusiness, de l'exploitation, de l'industrie, de la zone économique spéciale et de l'investissement. La plupart des résultats obtenus de ces secteurs ne sont pas satisfaisants selon les explications. Si nous ne citons comme exemple que la croissance économique, nous prévoyons une croissance de 5% en moyenne. C'est un chiffre assez peu élevé, ce qui signifie que notre production est insuffisante.
D'autre part, le taux d'inflation à Madagascar est élevé et le taux de pression fiscale est bas. Tout cela signifie que le décollage économique est encore difficile. D'après les chiffres publiés en 2016, le PIB par personne durant l'année était de 401,36 $. En 2017, le taux d'inflation a augmenté de 8,3%. En 2016, le taux de chômage déguisé était de 3,4% et le déficit de la balance commerciale s'élevait à 309,71 millions de $. Le mémorandum qui décrit les résultats des concertations durant le forum économique organisé par le Centre de réflexion des économistes de Madagascar il y a quelques mois a été publié hier. Ce document détermine les points qui doivent être améliorés afin d'encourager le décollage économique. Et actualité sociale, l'application de la responsabilité sociétale des entreprises au niveau de chaque entreprise n'est pas obligatoire. Il s'agit d'un choix effectué par chaque société et toutefois cela apporte des avantages tant pour les employés que pour l'entreprise. Reportage. La responsabilité sociétale des entreprises ou RSE est un concept qui peut être adopté dans une société pour le bien de l'entreprise. Toutefois, l'application de ce concept n'est pas obligatoire. En ce qui concerne le transport, la cantine ou encore l'assurance, ce ne sont pas toutes les entreprises qui accordent cela à leurs salariés. Les formations octroyées et la façon dont les dirigeants communiquent avec leurs employés peuvent également être comprises parmi la RSE. La loi fixe le salaire minimum de chaque employé, mais les entreprises peuvent faire plus. La RSE n'est pas obligatoire. Il s'agit de ce que les entreprises font en plus de ce qui leur est dicté par la loi. L'application de la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas seulement un avantage pour les salariés, mais surtout pour les entreprises. C'est un avantage à la fois pour les employés et pour les entreprises. Il peut s'agir par exemple de voir comment améliorer les conditions du salarié. Il se peut que ce soit au niveau du salaire, des conditions sociales, des assurances ou des formations octroyées afin de motiver les employés à rester au sein de l'entreprise. Cela donne un plus aux entreprises qui appliquent la RSE en matière d'image. D'autre part, certains clients favorisent les entreprises qui appliquent cette RSE. D'après le rapport publié par le World Forum for Responsible Economy en 2017 sur une étude menée dans 195 pays qui appliquent la responsabilité sociétale des entreprises, Suède tient la première place, vient ensuite la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Et avant de passer aux actualités internationales, après l'affaire Antsakabar, des agents des forces de l'ordre ont commis un nouvel abus de pouvoir dans la commune de Belupak, région de Bunglav. Le 2 août dernier, les agents des forces de l'ordre armés ont pillé de nombreux foyers. D'après les explications des habitants, ces agents ne se conforment pas à leur ordre de mission. Une fois arrivés sur les lieux où ils ont été envoyés, la population vit de ce fait dans la peur et dans la crainte et lance un appel aux responsables concernés au sein du gouvernement afin que ces derniers prennent les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce genre de situation. Et place maintenant aux actualités internationales. Le Pérou ferme ses frontières face à l'afflux de réfugiés vénézuéliens. L'obligation de passeport entre en vigueur au Pérou. Reportage de France 24. Quelques mètres de la frontière vénézuélienne, des campements de réfugiés, il ne reste que quelques tôles brûlées. En apparence calme, la petite ville de Pacaraima s'est enflammée il y a quelques jours. À la suite d'une agression d'un commerçant du coin, des immigrés vénézuéliens ont été victimes de représailles, comme Juan. Regardez, ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé tout ce qu'on avait. J'ai dû courir à l'autre bout de la rue comme un fou pour qu'ils ne me brûlent pas. J'ai pris mes fils sous une couverture comme ça. Une centaine de Brésiliens s'en sont pris à son campement. La plupart des réfugiés, pris de peur, sont repartis vers le Venezuela. Juan est un des seuls à être resté.
Ils avaient des couteaux et des bâtons. Ils nous criaient « Allez-vous-en les Vénézuéliens, on ne veut pas vous voir ici, vous êtes des voleurs. Retournez chez vous ». Maintenant, oui, j'ai peur. Après 5 ou 6 heures, ils appellent la police. Après cet incident, la gouverneure de l'État a même appelé à la fermeture des frontières. Car depuis quelques mois, l'afflux de migrants exacerbe les tensions dans ce village de 12 000 habitants, habitué à faire commerce avec ses voisins vénézuéliens. Ce n'est pas facile ici. Tout ce que vous voyez dans nos rues, c'est de la prostitution et de la drogue. Ils défoncent nos portes et nous volent tout. Mais on n'accepte pas ça. C'est ça qu'on veut pour notre Brésil. Un sentiment de xénophobie qu'il faut relativiser selon de nombreux habitants car il est né d'un seul acte isolé. Mais à Roraima, l'un des États les plus pauvres de ce pays continent, les Brésiliens attendent surtout que le gouvernement prenne des mesures concrètes, des mesures financières pour réguler et accueillir ce flux de migrants vénézuéliens. Pour éviter d'autres violences, 120 hommes des forces nationales ont été envoyés ici. Le Haut-Commissariat aux réfugiés ainsi que l'armée ont installé ces immenses tentes sous la direction du colonel Zenata. Agents de l'État et médecins y reçoivent chaque jour plus de 500 demandeurs d'asile. Ces derniers jours, nous avons vu le nombre de réfugiés baisser et on espère qu'il y aura moins de gens qui dormiront dans les rues. 500 lits sont en construction ici pour accueillir les migrants. Un campement que le gouvernement espère temporaire. Une première étape avant un long voyage vers le sud du Brésil, l'Argentine ou le Chili. Et la première visite du pape en Irlande depuis près de 40 ans, il évoque sa honte face à l'échec des autorités. Reportage de France 24. L'échec des autorités ecclésiastiques, les évêques, les supérieurs religieux, des prêtres et autres, pour affronter de manière adéquate ces crimes ignobles, a justement suscité l'indignation et reste une cause de souffrance et de honte pour la communauté catholique. Moi-même, je partage ces sentiments. Juste avant le premier discours en Irlande du pape, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a lancé un message en demandant que cette fois, des actes suivent les paroles. Il a demandé plus de transparence dans l'Église catholique. Il a demandé que l'Église catholique continue de jouer un rôle au sein de la société irlandaise, mais plus le rôle central qu'elle avait autrefois. Et la réponse du souverain pontife a été immédiate. Bien sûr, il s'est dit horrifié. Dans les mots, la réponse a été extrêmement forte. Il a dit, et je cite, « Je ne peux que reconnaître la gravité du scandale causé en Irlande par les abus perpétrés par des jeunes, sur des jeunes par des membres de l'Église qui avaient la responsabilité de leur protection, de leur éducation. » Mais les mots s'arrêtent là. Il n'y a pas d'excuses officielles au nom de l'Église catholique, au nom de la hiérarchie pour la couverture de nombreux scandales à répétition dans les 40 dernières années ici par des membres de la hiérarchie irlandaise de l'Église, voire celle du Vatican. Et donc, tous ceux qui ont fait campagne, toutes les victimes qui ont brisé le silence il y a 20 ans, qui ont fait campagne pour que les choses changent, seront sans doute déçus, d'autant plus que s'il n'y a pas d'excuses officielles, il n'y a pas non plus, et là le Premier ministre irlandais sera déçu, mais il s'y attendait j'imagine, il n'y aura pas non plus d'initiative annoncée par le pape dans ce discours. Il reste encore un jour, mais on a vraiment l'impression qu'il y a bien sûr le temps de l'Église et le temps laïque, le temps séculaire, sur deux moments différents. Donc maintenant, reste à savoir comment les victimes verront ce discours-là. Nous avons parlé tout à l'heure sur notre antenne anglaise à Colm O'Gorman, qui était l'un des premiers à briser le silence ici en Irlande. Il était fort déçu. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique lors de la prochaine élection a été effectué ce jour au siège de la CENI. Un tirage assisté par les candidats, des membres de la CENI et des représentants de la communauté internationale.
Et à Madagascar, l'économie n'a toujours pas décollé. Dans ce domaine, de nombreuses conditions ne sont pas toujours respectées d'après le Centre de réflexion des économistes de Madagascar. Il s'agit là de l'un des points inclus dans le mémorandum publié hier lors du forum économique tenu il y a quelques mois. Et le Pérou ferme ses frontières face à l'afflux de réfugiés vénézuéliens. L'obligation de passeport entre en vigueur dans le pays et les Vénézuéliens fuient au Brésil. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.